Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt ou de ne pas pouvoir faire. La Terre est notre berceau, c'est le berceau de l'humanité. Depuis des milliards d'années, on sort le soir et on lève le nez, on regarde au-dessus. On ne sait pas trop ce qu'on voit. Des astronomes ont tracé des cartes, ont nommé des étoiles, mais il y a beaucoup d'espace. C'est d'ailleurs l'espace. Il y a beaucoup de vide. Et aujourd'hui, l'homme, petit à petit, comment dirais-je, il s'est un peu, il est devenu autonome. Alors, il a commencé à aller dans la banlieue de la Terre, puis il est allé sur la Lune, puis il envoie des trucs vers le Soleil. Demain, il ira vers Mars. Et c'est un début. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore tout à fait ça. On s'améliore et on procède à petits pas. Et là, on a un très très grand pas à faire. Et ce très très grand pas, est-ce que ça ne serait pas faire un ascenseur spatial? Alors je vais le représenter de manière très modeste, mais est-ce que même vous aviez entendu parler de ce terme, l'ascenseur spatial? Il y a un oui franc et massif là au cinquième rang, et puis juste avant. Donc ça n'est plus de la science-fiction. C'est quelque chose que l'on doit imaginer. Alors ça va vous paraître loufoque, ça va vous paraître... mais juste avant, on a dit qu'il fallait rêver, donc moi je rêve. Et je rêve pour les futures générations. OK. À partir de là, on a des enjeux. La Terre, effectivement, l'humanité, on est plus de 8 milliards. En 2050, on aura presque 10 milliards d'individus. Donc on a des problèmes de ressources, des problèmes d'eau, des problèmes d'énergie, des problèmes de toutes les ressources naturelles, pétrole, etc. Alors du soleil, on en aura toujours. On ne pourra peut-être plus mettre des centrales solaires partout. Pareil pour l'éolien. Donc elles vont prendre un peu le dessus. On se relance dans le nucléaire, ok. Mais la population va grandir. Nos usages, nos habitudes, nos modes de vie, nos cultures nécessitent toujours plus d'énergie, de ressources naturelles. Et malheureusement, nous générons aussi beaucoup de déchets. Je vous ai mis ici juste un aperçu de déchets très faibles durée de vie dans le domaine du nucléaire, mais il y a aussi la chimie, il y a aussi plein d'autres choses. Alors, oui, la solution, on regarde en l'air, donc pourquoi on n'irait pas? On y va déjà, mais on y va doucement, doucement, doucement. Donc, c'est grand, c'est plein de richesses, c'est plein de choses qu'on a envie d'aller explorer. Donc, il nous faut vraiment une porte d'entrée-sortie de la Terre. Entrée, sortie déjà, pour y aller, pour transporter de la matière, pour transporter des êtres humains, aller peut-être coloniser l'espace, terraformer Mars plus facilement, etc. Il faut aussi que ça soit une porte d'entrée parce qu'il faut aller peut-être capturer des astéroïdes dans lesquels on a plusieurs millions de tonnes de minéraux, de matériaux, de terres rares dont on va avoir un très grand besoin. Donc on les prend, on les capture, on les découpe, on les descend. Et puis c'est aussi une porte de sortie pour nos déchets. Le Soleil serait vachement content qu'on lui envoie nos déchets nucléaires. Ça lui ferait ni chaud ni froid, franchement. Donc on pourrait aussi se poser la question, mais on fait des déchets sur Terre, pourquoi on n'irait pas les faire dans l'espace? Je vous ai dit que ça allait vous perturber. Lâchez-vous, vraiment lâchez-vous. On pourrait revoir et regarder maintenant des films de science-fiction d'il y a 10, 15, 20 ans et se dire c'est maintenant. Et malheureusement, ça doit être maintenant parce qu'on n'a plus le choix. Il nous reste 50 ans. Je suis désolé d'être un peu terre à terre. La Terre, c'est pas que des défis techniques qui s'opposent à nous, c'est aussi des défis humains, sociaux, politiques, éthiques, financiers, bien évidemment. Et puis, oui, on veut bien avoir une porte d'entrée-sortie, mais si la porte d'entrée-sortie elle est coincée par tout un ensemble de déchets, et malheureusement, autour de la Terre, on a une espèce de halo, là,
Alors c'est des petits déchets, mais c'est des déchets qui se baladent à des kilomètres par seconde. C'est dangereux et puis l'être humain ne sait pas vivre dans l'espace. Donc il faut toujours le protéger, etc. Donc c'est létal, c'est dangereux, mais il faut qu'on y aille. Vous voyez l'équilibre qu'il faut qu'on trouve. Alors, il y a bien des moyens, on les a vus, navette spatiale qui a disparu, puis on a toujours des lanceurs. J'ai juste pris 2 chiffres. En 2017, on avait investi 8 000 milliards d'euros, on a fait 518 tirs, tous pays confondus. Et quand on regarde le résultat, regardez bien l'unité qui est ici. La masse satellisée, ce n'est pas des tonnes, c'est des kilos. Donc par exemple, les USA qui ont beaucoup tiré, ont emmené sur une orbite plus ou moins haute environ 35 tonnes de matériel. Là, je vous parle d'une porte d'entrée-sortie par laquelle on pourrait faire transiter 170 000 tonnes. C'est le but affiché pour l'instant. 170 000 tonnes par an, journalier. C'est-à-dire que tous les jours, on pourrait envoyer 10, 15, 20, 30 tonnes. Et on pourrait peut-être assembler dans l'espace le fameux... Comment il s'appelait ce fameux vaisseau Enterprise? Ça y est, lâchez-vous pour de bon. Si vous connaissez Enterprise, si vous connaissez le nom des vaisseaux spatiaux, Hermès, etc., etc. Je vous en fais cadeau. Alors, partant de là, l'ascenseur spatial, ben oui, on y arrive enfin. Hein. Imaginez, on tire un câble à partir de la Terre, alors pas de n'importe où, on va voir, et on essaye de trouver un point d'équilibre qui se trouvera malheureusement à 36 000 km d'altitude. Pourquoi à 36 000 km d'altitude? C'est une simple équation de la mécanique qui nous dit qu'une orbite géosynchrone ou géostationnaire, on va mettre là-haut un contrepoids. Alors ça pourrait être un astéroïde qu'on aurait capturé et amené à ce point d'équilibre. Et ensuite, la Terre tournant, il tournera à la même vitesse. Donc le câble devrait ne jamais se détendre, ne jamais se tordre, etc. Ça se fait, ça se pense. Je vous avais dit que je vous perturberais. Je n'ai aucune réponse précise, je n'ai que des idées. Et je me fais plaisir à vous les donner. Évidemment, on vise une orbite géostationnaire, donc 35 786 km, c'est pas là-devant, mais on y va déjà. C'est l'orbite, enfin c'est vraiment la banlieue de la Terre, hein. On est assez bon pour y aller. Donc on va installer quelque chose sur ce cercle rouge, et puis on va, sur l'équateur, trouver une station sol. Donc une station sol, pardon, je vais avancer. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors ça, c'est une image de la NASA qui date de 2000. Et vous allez voir que depuis, ça a encore évolué. C'est une image d'artiste qui dit, voilà, on imagine une espèce de truc. Alors eux, ils avaient imaginé un câble tour. Ils ont totalement changé d'avis depuis, pour des raisons purement techniques. Et puis voilà la cage d'ascenseur dans laquelle on pourrait descendre et monter de la matière, des déchets, etc. Et puis, bien évidemment, cette espèce d'ascenseur, c'est pas l'ascenseur carré, vous appuyez sur la porte, c'est pas Otis. C'est quand même un truc qui va dans l'espace létal et qui doit donc protéger à la fois les personnes qu'il transporte, etc. Mais on parle de transport de personnes, de milliers de personnes, et non plus de 3 astronautes, pour une durée de quelques mois. Partant de là, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Alors, excusez-moi, je vais lire parce que son nom est un peu compliqué. Tsiolkovsky, je ne suis pas très doué pour les langues. En 1895, lui, il avait dit, mais il avait été influencé quand même, vous allez voir par quoi. Il disait, on va faire une super tour. Je m'en fous qu'elle fait 35 000 km de long. En fait, la tour Eiffel venait d'être terminée 4 ans auparavant. Et il s'est dit, on sait faire ça, on s'est monté à presque 300 mètres. C'est quoi 30 000 km? Bon, ça va faire une grosse tour quand même. C'était en dehors des réalités technologiques. Il savait à l'époque qu'on ne savait pas faire ça. Mais il avait lancé une idée. Alors ça, c'était avant-hier. Hein. Avant-hier soir, il y a un autre Russe, Yuri, pareil, Artsutanov, pardon, désolé pour lui. Lui, carrément, il a lancé l'idée de... Eh purée, si on mettait un câble et puis on fait monter un truc le long du câble, on va appeler ça cabine, ascenseur.
ascenseur spatial. Mais à l'époque, 1960, c'était le rideau de fer, etc. Donc tous les travaux qui étaient faits du côté russe étaient inconnus du côté. Et donc, presque en même temps, légèrement plus tard, vous avez Pearson qui a redécouvert le truc. Et après, quand ils ont confronté les idées, les travaux, ils se sont dit, purée, mais on a eu la même idée, il faut y aller. Après, c'est devenu quelque chose d'assez... qui est passé un peu de la science-fiction. Arthur C. Clarke, alors en 1978, déjà, dans un de ses bouquins, Les Fontaines du Paradis, il nous disait, mais c'est le point phare, les fusées, ça n'existe plus. Moi, je fais que prendre l'ascenseur, je appuie sur un bouton, point barre. Qu'est-ce que vous attendez, les humains? Bon, en gros, c'était... Et puis hier midi, en 2000, à partir de 2000, il y a eu des travaux vraiment réguliers. Il y en a eu beaucoup avant, mais là, la NASA s'est posé la question. On va devenir non autonome en termes de lanceurs. On n'aura surtout plus la capacité des lanceurs. Une fusée Ariane 6 emporte 6 tonnes sous sa coiffe, peut-être un peu plus. Je vous parle de 170 000 tonnes par an. On dépasse ces chiffres. Et donc la NASA a commencé ses travaux. Et puis il y a en particulier, ça c'est une image tirée d'un rapport d'une société japonaise qui a imaginé, et bien là maintenant c'est vraiment un tube, un câble. Le problème c'est un câble de 36 000 km, rien que sous son poids il pourrait s'effondrer. Donc il faut trouver le matériau. Donc on a des petits crowbars qui commencent à apparaître. Ben oui, là on a l'astéroïde captif et puis on a une station qui est à l'équilibre, à partir de laquelle on pourrait connecter des astronefs, etc. On pourrait monter là-haut, assembler des astronefs qu'on ne pourrait plus assembler sur Terre et qui partiraient directement de l'espace. Économie de carburant, moins de pollution, impact environnemental quasiment nul, il faut dire ce qu'il y est. Et surtout, les matériaux qui lui permettraient de le construire viendraient eux-mêmes de l'espace. Il n'y aurait peut-être même pas besoin d'exporter à partir de la Terre. Et puis, vous avez tout un ensemble de choses. Et puis, le fameux ascenseur, la cage d'ascenseur, là où on mettra tout ce qu'il faudra, qui commence à prendre forme. Là, c'est une cage d'ascenseur sur un coussin magnétique qui monterait et descendrait. Vous avez bien compris. Alors, je suis professeur à l'école des mines d'Alès. On a deux catégories. On a les chercheurs et on a les ingénieurs. Je ne les sépare pas du tout. Mais il y a des questions de chercheurs et puis il y a des questions d'ingénieurs qui se posent là. Il y en a une foultitude. Il y a des questions de matériaux. Alors, par exemple, en termes de matériaux, on a longtemps pensé à des nanotubes de carbone tressés. Non pas un, mais des millions. Les derniers essais font que on n'a plus confiance en ça. On pense que ça n'est plus la solution, il faut trouver autre chose. On ne sait pas faire mieux pour l'instant. Donc vous voyez, on est encore en dehors de certaines réalités. Ça, c'est un travail de recherche. Et puis quand le matériau sera au point, ça sera aux ingénieurs à prendre le relais et à dire maintenant comment je fabrique et j'industrialise un câble de 36 000 km autoréparable. Qu'est-ce que je mets dans ma sustentation magnétique? Comment je l'assure? Est-ce que je mets un réacteur nucléaire pour fournir l'énergie à bord? Quelle énergie il nous faut? Les deux populations sont importantes et il faut qu'on travaille là-dessus. Alors donc, ça c'est un extrait d'un rapport qui dit en substance, après avoir compulsé tous les travaux en cours, on pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est du langage un peu diplomatique. Il y a effectivement un progrès technologique majeur à faire. Il y a aussi un progrès humain. C'est évident. Cet ascenseur doit être partagé par tous. Ça doit être une ressource commune à l'humanité, pas à un pays ou plusieurs. On pourrait le construire, mais donc pour le construire, il faut justement un effort majeur international. On a fait des choses bien plus compliquées par le passé. Actuellement, on développe par exemple le projet ITER. ITER, le chemin. Développer la source d'énergie par fusion nucléaire dans lequel on a 33 pays qui sont impliqués. Et ITER est en fin de construction, pas très loin d'ici, à Aix. Ça va marcher. OK ? Malgré toutes les réticences qu'on avait depuis 30 ans à faire un réacteur de fusion, malgré tous les essais sur les tokamaks, etc., qui ont été faits en France et ailleurs, aux États-Unis, en Russie, on va y arriver.
C'est bien un enjeu mondial, l'énergie. Bon, ouvrir la porte d'entrée-sortie pour l'espace, ça c'est l'enjeu de ce soir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Toujours Monsieur Clarke, qui est décédé depuis, mais qui était un grand écrivain de science-fiction, mais aussi un scientifique. L'ascenseur spatial sera construit 10 ans après qu'ils ont arrêté de rire. Malheur, ils ont arrêté de rire. Ah, si lui le dit, pourquoi on ne le croirait pas? Ça serait peut-être pas mal de s'y mettre. Alors moi, je vous dis, allons-y. Et à quel étage vous voudrez vous arrêter? Je voudrais vous remercier. J'ai mis moins de temps que prévu. Je suis moins détendu que ce que j'en ai l'air. C'est la première fois que je fais ça en 18 minutes. Et je vous ai laissé quelques petites traces quelque part si vous avez accès un jour à la présentation. Un grand merci à vous et un grand merci aux élèves.